20 ans plus tard, rien n'a changé. American History X. Comme d'habitude, jusqu'à la limite indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. American History X est l'histoire de deux personnages, un enfant lycéen qui veut devenir un suprémaciste blanc et un personnage qui est sorti de prison pour meurtre, qui lui est déjà un suprémaciste blanc depuis un moment mais qui veut reprendre sa vie en main. On va suivre l'évolution de ces deux personnages là et comment ils vont essayer de changer leur vie. American History X, c'est un film qui résonne beaucoup aujourd'hui parce qu'on parle souvent de la suprématie blanche aux États-Unis, en Europe, des néo-nazis, vraiment de ces groupes ultranationalistes, racistes, qui viennent gâcher la vie de beaucoup de personnes par les gangs, les crimes haineux et surtout parce qu'ils ont une place importante en politique, souvent déguisés par des partis politiques ou des idéaux censés être non racistes ou vraiment civilisés. On le voit très bien dans ce film. On va parler de ça justement parce que ce film est quand même assez politisé, du coup on va parler beaucoup de politique, mais il n'y a pas que ça dans le film évidemment, mais on va parler vraiment de qui sont ces gens, comment ils vivent dans la société, c'est quoi leurs arguments et un peu démonter tout ça et ensuite parler en spoiler des scènes, des films et des personnages plus en détail. Donc la première chose à savoir, et tout ce que je vais dire là, c'est sorti du film, c'est pas moi qui le dis, c'est le film qui le dit. Après je mettrai des commentaires par rapport à ça évidemment, mais je ferai bien la distinction entre ce que je dis moi et ce qui est dit dans le film. Mais globalement, le film a une vision très critique des suprémacistes blancs et je pense la même chose. Donc en général, la vision du film et la critique du film sera la même, enfin du moins la mienne aussi. Et ça qui va être intéressant, c'est que de base, le film va considérer ces fascistes, ces suprémacistes blancs comme des gens intelligents ou débiles. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens très éduqués, comme les personnages principaux, qui sont vraiment éduqués, qui sont intelligents, qui ont vraiment de bonnes connaissances, et de l'autre côté, des gens complètement débiles, des gens qui ont aucune connaissance, des gens qui sont vraiment débiles dans la vie. Alors je sais que c'est un peu péjoratif de dire débile, mais c'est vraiment ce que le film dit, c'est le cliché du mec frustré et peu intéressant et peu intelligent. Et la frustration, c'est quelque chose qui résonne beaucoup aussi dans le film, c'est que ces suprémacistes blancs-là, ils sont frustrés. On ne devient pas suprémaciste blanc par haine personnelle qui sort de nulle part. Ces gens-là sont frustrés, ils n'ont pas quelque chose dans leur vie, et du coup, ils déversent leur haine sur des gens autres qui n'ont rien fait dans leur vie. Quand je dis qu'ils n'ont rien fait dans leur vie, c'est pas les gens en soi qui n'ont rien fait dans leur vie à eux, c'est les gens qui n'ont pas impacté la vie du haineux, de la personne suprémaciste. Et c'est intéressant parce que quand on parle de frustré, c'est pas frustré sexuellement, il parle aussi de frustration sexuelle dans le film, mais aussi de frustration personnelle, sociétale, d'objectifs. Ça nous arrive à tous d'être frustrés, de manière sexuelle des fois, ou de manière vraiment de la vie de tous les jours, quotidienne. Contrairement à ces suprémacistes blancs, nous, on va essayer de comprendre notre frustration. On va se dire, ah, j'ai échoué à tel événement de ma vie parce que moi-même j'ai échoué, je n'ai pas fait les bonnes choses et j'ai raté. Alors que les suprémacistes blancs et ces gens racistes, ils vont se dire ah j'ai échoué à cause de l'autre. L'idée des suprémacistes blancs et de toute personne raciste, c'est qu'ils vont accuser les autres pour leur malheur à eux. Et un grand angle des extrêmes, que ce soit politique ou de la vie de tous les jours des gens frustrés, suprémacistes ou racistes, c'est la victimisation. On le voit beaucoup avec les femmes, il y a beaucoup d'hommes, enfin beaucoup, c'est peut-être une exagération, mais il y a beaucoup d'hommes qui se sentent moins aimés car on met beaucoup les femmes en avant dans la société, alors qu'elles ne l'ont jamais été, du coup ils se sentent frustrés et du coup ils se victimisent. On dit voilà, on met souvent des drapeaux LGBT, on met souvent des femmes en avant, moi en tant qu'homme hétéro, je me sens victimisé, je me sens faible par rapport à cette société qui ne fait rien pour moi. Évidemment c'est faux, l'homme blanc, hétéro, cis, ce que vous voulez, c'est la personne la plus privilégiée dans le monde actuellement, dans le monde occidental en tout cas, et du coup ces gens-là, ces suprémacistes blancs, ils vont être vénères quand ils vont voir des noirs, des minorités en tout cas, être mises en avant comparé à eux. Et ils vont sans arrêt se victimiser. Et ça c'est un truc super intéressant parce que si vous parlez à des gens de votre quotidien, s'ils se victimisent, ils disent qu'ils sont pas assez mis en avant par la société alors qu'ils ont tout pour l'être, c'est peut-être quelque chose à discuter. Ces moments-là où tu es jaloux qu'on mette en avant des femmes ou des homosexuels ou des minorités, faut se poser des questions. On a eu une société où moi-même, je suis peut-être d'une minorité en France, mais on a toujours été mis en avant par la société, c'est une évidence. Et il ne faut jamais être jaloux du fait qu'on mette en avant des personnes qui ne l'ont jamais été auparavant, du fait qu'on leur donne des droits. Et si vous êtes jaloux de ça, faut vraiment vous poser des questions. Et c'est ce qui se passe dans le film, ces gens-là sont jaloux, frustrés et pensent que le malheur qu'ils ont dans leur vie, c'est pas dû à leurs erreurs à eux, alors que la majorité des gens dans le film n'ont rien fait dans leur vie et ils ont souvent un job qui est mal vu. Ils se plaignent de leur job, de leur position, de leur vie à cause des autres. Après il y a des trucs plus évidents, par exemple des personnages vont avoir des boîtes nazies de souvenirs, enfin de souvenirs, c'est pas leurs souvenirs à eux, mais ils auront une boîte comme nous on a des fois de souvenirs, vraiment de bons souvenirs en tout cas, avec des trucs qu'on aime, des bracelets, des bijoux, des trucs comme ça. Certains personnages vont avoir une boîte avec des anciens papiers nazis, des croix gammées, des trucs comme ça. Ils vont avoir des chants racistes, par exemple ils vont avoir même des décors nazis, des photos d'Hitler, des trucs un peu partout, enfin bref c'est le bordel. Ils vont vraiment être des néo-nazis et rechercher un peu cette suprématie blanche de l'époque et souvent c'est Hitler.
Ils vont traiter les noirs de singes, ils vont faire des saluts nazis, ils font des soirées nazies aussi, avec de la musique raciste, ils sont tous des fois déguisés en Hitler, enfin c'est n'importe quoi. Un truc intéressant, c'est qu'ils sont souvent manipulés par des gourous, c'est souvent quelqu'un d'éduqué, d'intelligent qui va aller chercher la frustration des gens et va leur dire voilà, ta frustration là est due à cause de plein de choses différentes, on va en parler après. Et dans le film, il y a donc une personnalité gourou qui va créer cette secte de suprémacistes blancs, qui va leur dire tous tes malheurs, c'est à cause des autres. Et c'est intéressant de voir que la personne qui donc fait ces choses-là, qui crée cette secte-là, est souvent éduquée, intelligente, qui parle bien et qui arrive à exploiter les vulnérabilités des autres. C'est des gens qui globalement s'en fichent des autres, ils pensent plus à leur idéologie de suprémaciste qu'aux gens de manière générale. Pour une communauté, pour une secte en général, c'est des gens qui sont assez proches, qui pensent quand même à leur vie, à leurs amis, à leur famille. Là, c'est un peu l'inverse. Là, si tu quittes la secte, le passé que tu as avec ces gens-là a disparu. Donc, ils pensent avant tout à leurs idées et plus qu'à leurs amitiés. On aura une scène avec justement une personne qui aura arrêté d'être un nazi et de l'autre côté une personne qui l'est encore, alors que ces personnes-là ont vécu beaucoup de choses ensemble. Du moment que la personne quitte le groupe nazi, c'est fini. Donc, c'est des gens égoïstes qui pensent à l'idéologie de la suprématie blanche avant tout. Le sens de la communauté existe uniquement dans les limites de l'idéologie. Ils sont organisés, c'est vrai, c'est souvent des gangs, c'est souvent des gens qui ont une sorte de structure très organisée. C'est une secte et c'est avant tout une idéologie qui est organisée. Et c'est intéressant de le dire parce qu'on pense souvent que c'est des sauvages ou que c'est juste des gros racistes, mais c'est des gros racistes qui s'organisent. Et mine de rien, la suprématie blanche, ça veut pas dire adorer Hitler, ça veut juste être dire raciste et penser que les blancs sont supérieurs. Il y a toujours ce parallèle qui est fait aux néo-nazis et je le fais depuis le début par exemple, mais c'est pas que ça. Il y a des suprémacistes blancs qui pensent pas à Hitler tous les jours et qui sont racistes de différentes manières. Et évidemment, les gangs de suprémacistes vont commettre des crimes haineux, on en parlera en spoiler. Et déjà, si vous vous reconnaissez dans tout ça, cherchez de l'aide, demandez à des gens de vous changer cette mentalité-là, parce que c'est pas la mentalité qu'il faut avoir dans la vie. Cette mentalité raciste, suprémaciste ne devrait pas exister. Donc si vous vous reconnaissez un peu dans tout ce que j'ai dit là et tout ce que dit le film, posez-vous des questions. Essayez de trouver quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Essayez de confronter vos idées et changer votre attitude. On ne peut pas être dans notre société à nous raciste. Ça fait que des problèmes, c'est pas possible. Et là, on va parler plus en détail de ce que ces gens-là revendiquent. Et si vous vous reconnaissez dans les thématiques qui sont revendiquées par ces nazis-là, posez-vous des vraies questions. Tout ce que je vais aborder là, si vous pensez un peu que c'est vrai, posez-vous des questions. Évidemment, ces suprémacistes blancs pensent que le parasitisme social est véridique. C'est-à-dire qu'ils pensent que des immigrés, des gens peu éduqués vont arriver dans un pays pour siphonner les allocations, pour siphonner l'argent de l'État, l'argent du contribuable. Donc en étant immigré, en ne sachant pas la langue, en faisant un travail qu'aurait pu faire une personne en tout cas qui habitait là-bas, dans le pays d'origine, un citoyen, en faisant tout ça, vous chopez les allocations, vous chopez des intérêts, vous chopez plein de choses différentes qui sont dues par l'État, car c'est un État-providence et car ça vous aide. Donc si vous pensez qu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent profiter des allocations et que c'est un vrai problème de société, posez-vous des questions. Alors évidemment, d'une certaine mesure, ça existe, comme tout, mais la majorité des immigrés ne viennent pas dans un pays pour siphonner les aides. Ils viennent pour une nouvelle vie, ils viennent pour travailler, avant tout. S'ils ont quitté leur pays, c'est pas pour devenir riches dans un autre pays, ça n'existe quasiment pas. C'est pas pour siphonner des aides, ça n'existe pas non plus. Ils viennent pour travailler, pour construire une vie là-bas, parce que leurs conditions originales dans leur pays d'origine n'étaient pas convenables. Si vous êtes anti-immigration, alors là c'est un peu plus compliqué parce que c'est un sujet délicat évidemment. Alors eux sont anti-immigration pour aucune raison. C'est avant tout le citoyen américain et puis c'est tout. L'immigration, ça a de bonnes choses évidemment. Dans des pays qui ont par exemple un taux de fertilité inférieur, l'immigration est plus qu'essentielle. Je sais pas si c'est le cas des États-Unis, mais la majorité des pays en Europe, il faudrait l'immigration. Sinon, il y aura trop de retraités et pas assez de travailleurs. Mais en tout cas, l'immigration dans une société qui fait pas assez d'enfants, dans une société qui a besoin de travailleurs externes ou de choses comme ça, dont ils trouvent pas des citoyens pour faire certains travail, il faut l'immigration. À la limite, si moi j'ai un débat avec quelqu'un qui me dit que le Japon est anti-immigration pour des raisons économiques, et ça l'est un peu, je peux à la limite comprendre. Mais la majorité des gens, et surtout les suprémacistes blancs dans ce film, sont anti-immigration pour des raisons racistes plus qu'autre chose. Donc si vous êtes anti-immigration pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, c'est ouvert au débat, je peux comprendre. Si vous êtes anti-immigration parce que vous n'aimez pas les étrangers, vous êtes xénophobe, c'est pas vraiment un débat, n'est-ce pas? Beaucoup des suprémacistes blancs et beaucoup des gens d'ailleurs d'extrême droite ou d'extrême gauche aussi vont vous dire il n'y a pas de problème de race, il n'y a qu'un problème social, un problème de pauvreté. C'est intéressant parce que ça voudrait dire que si on prend deux personnes de la même classe sociale, du même revenu, du même endroit où ils habitent, ces gens-là disent que le blanc est aussi opprimé que le noir. On le sait très bien, la personne noire est beaucoup plus opprimée que la blanche. Alors oui, bien sûr qu'une personne riche noire sera moins opprimée qu'une personne blanche pauvre, mais une personne riche noire au même statut
qu'une personne blanche exactement le même avec la même richesse sera plus opprimée que la blanche. Il y aura plus de propos racistes, il y aura plus de discrimination, etc. etc. Donc si vous pensez qu'il n'y a pas de problème de race comme il le pense dans le film, si vous pensez que la couleur de peau ou le fait de venir dans notre pays n'est pas un problème de société, vous avez tort. Bien sûr, encore une fois, que la problématique sociale est importante, mais il ne faut pas dire que la problématique de race n'existe pas. Il y a autant un problème de pauvreté dans tous les pays du monde qu'un problème de couleur, de race, de minorité, d'ethnie, de ce que vous voulez. Donc oui, les deux existent, mais à un même niveau social, dans les pays de l'Occident, il y a quand même plus de difficultés, par exemple, pour une personne noire de trouver un travail, par exemple, qu'une personne blanche, pour le même revenu, même salaire, même éducation. Et ce que font les suprémacistes blancs dans le film, c'est qu'ils vont comparer deux personnes qui n'ont pas le même niveau d'éducation. Encore une fois, bien sûr que si je compare une personne immigrée, éduquée, va avoir plus de facilité à trouver un travail qu'une personne blanche non éduquée. Mais vous ne pouvez pas comparer comme ça, il faut toujours comparer au même niveau, au même statut. Donc si vous pensez qu'il n'y a pas de problématique de race dans un pays, surtout en France par exemple, posez-vous des questions. Ou renseignez-vous encore une fois. Quand je dis posez-vous des questions, c'est renseignez-vous. Si vous pensez qu'une personne étrangère va venir voler le travail d'un citoyen, il faut vous poser des questions. Qu'un immigré va voler le travail d'un blanc, etc., etc. Encore une fois, économiquement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, surtout en Union Européenne, il y a par exemple des travailleurs détachés qui sont moins bien payés que des Français qui vont faire un travail en France. Mais souvent ces travailleurs détachés-là, ils ne prennent pas le travail des Français parce que les Français ne veulent pas forcément faire ce travail. Quand on dit que les Français se font voler un travail, ou les Américains, ou peu importe quel pays d'Europe ou d'Occident, quand on dit qu'ils sont volés leur travail par des immigrés, de base, ils ne voulaient pas faire ce travail-là. Dans la majorité des cas, ils n'avaient pas de volonté de faire ce travail-là. On voit très peu de personnes françaises bosser en construction, bosser dans des travails où il faut faire le ménage, des trucs comme ça, parce qu'il y a moins d'offres françaises, citoyennes, de ce point de vue-là. Après, des travailleurs détachés, c'est un débat économique intéressant. Est-ce que c'est honnête qu'on puisse privilégier un étranger qu'un Français pour le même travail parce que l'étranger sera moins bien payé? C'est une vraie question. Moi, je ne le pense pas. Je pense que dans l'Union Européenne, on est tous, on va dire, un grand pays, du moins presque. Du coup, qu'on ait un travailleur bulgare ou français, au final, ça change pas grand-chose. On a besoin de l'Union Européenne pour travailler. Donc les travailleurs détachés sont, d'après moi, tout à fait justifiés. Mais c'est une question économique qu'on peut se poser. Mais si vous aimez pas qu'une personne immigrée prenne le travail de quelqu'un d'autre en France, par exemple, posez-vous des questions. Uniquement si c'est pour des raisons raciales. Si c'est pour des raisons économiques, là, il y a l'ouverture au débat. Mais dans le film, c'est pour des raisons raciales. Ces suprémacistes blancs sont anti-casse. Par exemple, qu'il y aura des manifestations et que des gens vont casser des vitrines ou voler des aliments ou des objets, ils vont être anti-casse. Ils vont être contre ça et ils vont soutenir la police. Parce qu'ils partent du principe que les gens qui vont faire ça sont souvent des étrangers et pas des blancs américains. Ce qui est faux, il y a vraiment de tout pays qui vont casser, qui vont voler, etc. durant une manifestation. Et une manifestation, c'est aussi une expression de la haine. Et ils le disent très bien dans le film. Je ne me prononce pas sur la question parce que c'est un sujet compliqué et j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Mais c'est vrai qu'en général, les suprémacistes blancs et les nationalistes sont anti-casse. Et ils vont souvent soutenir la police. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, s'il y a un crime policier, comme on le voit beaucoup maintenant, ils vont plus se concentrer sur le passé de la victime. On l'a vu récemment et on le voit en France, aux États-Unis, mais tout le temps. Si quelqu'un se fait tuer par des violences policières, on va plus se concentrer sur le fait que cette personne-là était un dealer, que cette personne-là a harcelé, que cette personne-là s'est battue, a fait de la prison, au lieu de plutôt se poser des questions sur le budget de la police, les violences policières, l'entraînement de la police, etc., etc. Donc si vous pensez que la police a bien fait de faire plus mal qu'elle ne pouvait légalement à une personne qui avait un casier judiciaire, faut se poser des questions. Parce que là, il n'y a même pas de questionnement économique, il n'y a pas de question sociale, c'est juste une question de race et une question de loi. La police ne peut pas être brutale avec quelqu'un, peu importe son passé. En fonction de la circonstance en soi, en fonction de la loi, ce qu'elle autorise, oui. Et là, si vous pensez que la police peut tout faire à quelqu'un alors qu'elle a un casier judiciaire et un passé, c'est faux. Un autre truc qui est vraiment digne de l'extrême droite et l'extrême gauche en France, c'est les statistiques biaisées. Mais ça, on le voit partout. Le populisme, c'est souvent de la désinformation, le fameux fake news. C'est vrai parce que dans le film, par exemple, ils vont dire que un tiers de la population carcérale américaine sont des noirs américains. Et pour ces suprémacistes blancs, c'est un bon argument pour dire que les noirs sont violents. Plutôt que dire que le système judiciaire américain est plus violent envers les noirs et il met plus de noirs en prison. Donc c'est ça, avoir des statistiques biaisées, c'est utiliser un argument sans comprendre l'autre côté de l'argument. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font, donc posez-vous des questions et renseignez-vous, c'est important. Et pour beaucoup de ces suprémacistes, surtout les gens dans des gangs, tu ne peux pas sortir du gang. Tu es dans le gang à vie, c'est pour ça qu'ils ont des tatouages, etc., etc. C'est pour prouver qu'ils seront là à vie. Il y a même un raciste dans le film qui va dire que l'égalité pour tout le monde est un problème. Pourquoi? Car si on a un seul poste, au lieu de prendre la personne la plus compétente, on va prendre la personne minoritaire. Un noir, un arabe par exemple en France, ce que vous voulez, un asiatique. Et ça, c'est un vrai débat parce que je l'entends constamment, tout le temps. J'entends le fait qu'il faut toujours prendre la meilleure personne pour le poste. Et le débat contre ça, c'est que, de manière générale, si une personne est compétente, on peut le prendre pour le poste. Du moment qu'elle a dépassé ce palier où elle peut faire ce fameux travail, elle peut le faire, peu importe. Après, c'est au choix de la personne en question de l'entreprise de décider de prendre une meilleure personne ou non. Mais, de manière générale, si la personne est compétente, on
peut prendre la personne qu'on veut. Et la discrimination positive, en soi, ça existe quasiment pas en France et aux États-Unis. Le truc, c'est qu'à un moment, si on prend que des hommes blancs dans une entreprise, les femmes vont être minoritaires, les minorités vont être minoritaires aussi, encore plus. C'est pour ça qu'il faut motiver les entreprises à prendre un peu de tout. Non pas forcément des minorités, ça c'est un autre débat, mais par exemple des femmes. Pour plein de raisons, les femmes sont moins embauchées que des hommes. Et il faut remonter tout ça. Il me semble qu'en France, il n'y a pas de loi sur les quotas dans les entreprises de plus de 50 personnes, c'est-à-dire il ne faut pas faire du 50-50 ou du 60-40, à vérifier, mais ça c'est quelque chose de complètement stupide. Peu importe qu'on prenne une personne blanche ou noire, ou comme ils disent dans le film, ce qui est important, c'est qu'elle soit compétente. Du moment qu'elle est compétente et qu'elle peut faire le taf en question, pourquoi se prendre la tête? Et c'est tout à fait normal qu'un patron d'entreprise, qui embauche d'ailleurs majoritairement qui il veut, veuille plus de femmes dans l'entreprise pour montrer une image plus importante dans l'entreprise, veulent plus de minorités dans l'entreprise. Bien sûr, c'est une question d'image, une question de marketing, mais c'est une question de logique, et pour pas avoir le même groupe démographique dans l'entreprise. C'est intéressant pour plein de raisons différentes, je vais pas entrer dans ce débat-là. Mais en soi, si vous êtes face à une situation, d'ailleurs vous n'allez jamais le savoir, aucun RH dans le monde vous dira « Ah, j'ai le choix entre une femme et un homme, je vais préférer prendre la femme parce qu'on n'a pas assez de femmes ». Jamais on vous dira ça, et si on vous dit ça, portez plainte, j'ai envie de dire. Jamais de la vie on vous dira ça, de manière générale, et si vous pensez qu'il faut prendre la meilleure personne pour le poste, renseignez-vous. Posez-vous aussi des questions. Il faut prendre une personne compétente, et ensuite c'est la RH, le patron, gestionnaire technique, peu importe, qui va faire le choix. Et vous devez respecter le choix, et les gens qui se victimisent par rapport à ça, posez-vous des questions. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ça, posez-vous des questions, évidemment, c'est la phrase de cette vidéo, mais aussi renseignez-vous, c'est très important, et vous remarquez très bien que tous ces sujets-là qui sont uniquement abordés par le film, c'est pas moi qui invente, tous ces sujets-là existent encore aujourd'hui, et le film est encore d'actualité. Et comment sortir de cette boucle de la suprématie? Comment vraiment sortir de tout ça et vraiment être une meilleure personne? L'éducation. La seule chose qui fait sortir les gens de cette boucle de victimisation, de frustration, c'est l'éducation. C'est le fait d'avoir un diplôme, de se renseigner, d'avoir une éducation, d'avoir des professeurs, d'avoir de l'aide. Le seul moyen de lutter contre le sexisme aujourd'hui, on le voit en France, c'est qu'il faut éduquer les enfants. C'est tout. La source de beaucoup de problèmes de société, c'est l'éducation. Et si vous avez une bonne éducation qui met en avant le problème des minorités, des femmes, etc., vous allez avoir une société qui est moins sexiste, une société qui est moins raciste. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les deux frères du film, ils sont éduqués, ils sont intelligents, mais ils ont été quand même emportés dans cette boucle et ils ont arrêté leur éducation, alors qu'ils auraient pu continuer, pu être brillants. Et non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été pris dans ça, et dans des moments de faiblesse, ils ont été manipulés et ils ont rejoint quelque chose qu'il ne fallait pas du tout rejoindre. Et pour parler des deux acteurs, évidemment, Edward Norton, c'est l'un des meilleurs rôles de sa carrière, il est super musclé, il est vraiment allé faire du sport, il est extrêmement prenant, il est émouvant, il est flippant, il est absolument génial dans ce rôle et dans ce film. Même Edward Furlong, qui a eu beaucoup de problèmes par la suite, parce que bon, on le connaît de Terminator 2 par exemple, ensuite il est tombé dans la drogue, beaucoup de problèmes de prison, ça aurait pu être un grand acteur, il est aussi génial, et d'ailleurs la relation de Derek avec toute sa famille et de tout le monde est géniale. C'est lui la pièce maîtresse du film, et c'est la manière dont il impacte tout le monde, avec ses idées de manière sociétale, il va manipuler tout le monde, et il va surtout manipuler son frère Danny, et ça qui est intéressant, c'est voir la manière dont cette personne-là va changer la vie autour de lui, et surtout avec ses idées racistes. Parce que oui, l'ignorance se transmet par les médias, par la famille, par les amis, par tout le monde. Et le meilleur moyen de lutter contre l'ignorance, c'est encore une fois l'éducation. Et j'aime beaucoup la manière dont le film a vu la prison, parce qu'il y aura quelques scènes en prison et on voit que la prison fonctionne. Ils ont pris un exemple où en tout cas ça a fonctionné, ça a changé la vie de quelqu'un parce que Derek revient de prison en ayant complètement oublié ses idées de suprémaciste, donc ils ont bien montré que ça a fonctionné. Et ça critique aussi le système judiciaire avec une personne noire qui aura pris 6 ans de prison pour avoir fait tomber la télé sur le pied de quelqu'un et avoir cassé son pied, et de l'autre côté un blanc qui aura tué 2 personnes noires et qui aura pris uniquement 3 ans de prison. En plus des thématiques abordées, des acteurs dont j'ai parlé beaucoup dans cette vidéo, il faut admettre que c'est un film qui est extrêmement émouvant, tu t'attaches beaucoup aux personnages, tu t'attaches beaucoup parce qu'ils sont le reflet de la société, et tu comprends un peu ce qu'ils vivent, et du coup tu t'attaches beaucoup à leur parcours, et du coup t'as une fin extrêmement émouvante, t'as un film de manière générale assez émouvant, et t'as plein de scènes choquantes. Choquantes, pas forcément gore ou violentes, mais qui font grincer des dents ou qui font vraiment très mal. On en parlera en spoiler, mais c'est que c'est un film qui a une vraie force émotionnelle et qui raconte beaucoup de choses vraiment de manière pertinente. Et c'est le genre de fin surprenante qui a un vrai message contre la haine, parce qu'ils disent très bien que la haine est un bagage, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce message de fin qui est juste prenant, touchant et surprenant, et c'est vrai que la haine est un bagage. Quand tu l'as à un moment de ta vie, tu le gardes toute ta vie, mais tu peux essayer de le changer. Mais ça restera toujours dans ton passé, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. La haine, ça se transmet. C'est en boucle, et c'est ce que veut dire le film. J'aime beaucoup le début du film, pour parler un peu de mise en scène quand même, c'est que c'est des slow motion pour voir le corps d'Edward Norton avec ses tatouages, le fait qu'il sourit quand il fait quelque chose d'horrible, la musique angélique sur l'océan, les flashbacks sont noirs et blancs, encore une fois le symbole de lutte. C'est un peu évident, mais bon, pour des suprémacistes blancs, que le film soit en noir et blanc pendant une longue partie, c'est intéressant. Il y a beaucoup de slow motion pour montrer justement ce qui se passe à l'écran, pour voir en toute splendeur un personnage, son action, c'est très important. Il y a beaucoup de plans sur les enfants, sur le fait qu'ils sont innocents, qui sont très intéressants. Encore une fois, il y a une vraie symbolique
des plans, je vais pas aller dans des détails, mais vous allez voir, c'est très peu subtil, enfin ça dépend des scènes, mais en général il y a une vraie symbolique et vous allez très bien le voir. Et il y a beaucoup de gros plans sur les visages des personnages pour montrer leur conversation interne et surtout l'intensité du débat en question. Et pour donner un détail de symbolique, c'est par exemple, il y a un personnage qui va manger des bonbons et il y aura un bonbon noir, et vu que c'est un suprémaciste, il va enlever le bonbon noir pour pas manger le bonbon noir. Pour vous dire à quel point la logique du suprémaciste est complètement débile. Même un bonbon noir, ils aiment pas. Enfin bref, pour conclure American History X, je trouve que c'est un chef-d'œuvre de film. Thématiquement, il est super intéressant, mise en scène, il est vraiment très convaincant. Il n'y a pas de plan de caméra super dynamique ou super intéressant, mais je trouve qu'il fait très bien le taf. Les acteurs jouent à merveille, le dialogue est génial parce que c'est justement là que les thématiques ont lieu. La critique est super, encore une fois, 20 ans plus tôt et il est encore d'actualité, donc c'est génial. Super émouvant, super fort, tu t'ennuies jamais, c'est 2 heures de pur plaisir, c'est l'un de mes films préférés personnellement. En plus du côté politique, j'adore les personnages, j'adore leur parcours et je trouve que c'est un film extrêmement émouvant et je vous le conseille énormément. Et j'espère que ce film un jour ne sera plus d'actualité, je l'espère vraiment. Mais pour l'instant il l'est, malheureusement, 20 ans plus tard, et t'as l'impression que ça devient de pire en pire. On verra bien, espérons que non, mais je vous conseille impérativement ce film. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Pour parler de Danny, rapidement, j'aime beaucoup au début du film quand il joue avec le drapeau américain dans sa bouche, encore une fois un symbole, il joue avec l'Amérique, il joue avec ses idées, parce que l'Amérique c'est l'idée de l'immigration avant tout, c'est l'idée de l'acceptation, tout le monde est le bienvenu aux États-Unis. Au final, tu vois ce symbole de ce petit néo-nazi qui a lu Mein Kampf et qui a fait une rédaction sur Mein Kampf. D'ailleurs, il se plaint qu'il a lu Mein Kampf en une semaine, c'est ridicule, qui joue avec le drapeau de l'Amérique, enfin bref, c'est tout un symbole, encore une fois, c'est le genre de symbole peu subtil qu'il y a dans le film, mais qui fonctionne, je trouve. Des fois c'est plus subtil, des fois ça l'est moins, mais là ça fonctionne. Il fume alors qu'il a quoi, 16, 17 ans, enfin c'est juste pour se la péter, pour faire comme son frère, et il est extrêmement manipulable. Et le parallèle il est intéressant parce que Danny est manipulé par son frère de la même manière que Derek a été manipulé par Cameron. Donc encore une fois, c'est là la pyramide de tout ça, c'est là que ça se transmet, c'est que les gens sont manipulables, et surtout la famille, ton grand frère, tu lui fais confiance, c'est normal. C'est comme ça que Danny a été manipulé, c'est pour ça qu'à la fin du film, Danny n'est plus manipulable, et surtout il n'est plus manipulé parce qu'il comprend que Derek a changé, et du coup il fait confiance à Derek. Mais c'est vrai que Danny, oui, a été manipulable, et il écoutait beaucoup son frère, et ça a marché parce que ça l'a converti en néo-nazi, il a même fait son tatouage néo-nazi. Et il fait que se plaindre des changements de société alors qu'il y connaît rien, il fait le bad boy, enfin bref, c'est vraiment une victime, c'est un frustré et un fragile. Et encore une fois, il n'est que l'ombre de son frère. Et l'autre côté, son frère, c'est quelqu'un de complètement différent. Il a commencé à cause d'un drame familial, mais son père, dès le début, lui a impliqué des idées racistes dans sa tête. Son père était raciste et c'est vraiment ça qui a implanté, on va dire, la semence de cette idée-là dans sa tête. Et quelqu'un de brillant est devenu encore plus raciste, surtout après un drame familial. Et ils ont profité de ce drame familial pour le rendre donc néo-nazi suprémaciste. Mais il est intelligent, Derek c'est quelqu'un d'intelligent, et ça qui est fort, c'est de montrer que c'est pas que des débiles qui font ça, c'est aussi des mecs complètement brillants. On le voit aussi parce qu'il respecte le sport. De quoi il parle avec son ami en prison? De sport, de nana, peu importe la couleur, il aime le sport, il est bon au basket, il adore ça, enfin, il a du respect, on le voit bien. Mais quand il faut respecter les gens d'une couleur différente, il n'y a plus personne. Et quand il revient de prison, tout change. Et c'est ça qui est fort, parce qu'il s'est fait un ami, parce qu'ils se sont bien entendus, et il a compris qu'en fait, il n'y a pas de raison d'être raciste, parce que son gang en prison l'a déçu, il a compris que c'était les bénéfices des autres avant l'idéologie, et quand il a compris que tout ça était qu'une façade, au final, il a quitté le groupe. Il s'est dit voilà, j'ai compris que c'est que de la merde. Et du coup, il s'est fait un ami noir américain avec lequel il s'entendait bien. Et c'est grâce à cet ami-là qu'il a survécu la prison. Mais on a bien vu que c'est quelqu'un de colérique, surtout quand il était néo-nazi. Et à la fin, quand il arrête d'être néo-nazi suprémaciste, il pleure. Donc quand il était vraiment à fond dans ces idées-là, il était beaucoup plus vénère. Et au fur et à mesure, il était beaucoup plus fragile. Et la scène d'intro est ouf. On voit bien que ce mec-là, il a une copine, il couche avec, et encore une copine suprémaciste. On voit bien qu'il est costaud, qu'il a une arme à feu, qu'il peut tuer des noirs parce que c'est des noirs et qu'il a une excuse de tuer des noirs. On a évidemment la fameuse scène du trottoir qui est horrible parce qu'on voit bien les dents sur le trottoir avec les particules et tout, c'est horrible. Et la nuque, c'est une scène qui a traumatisé toute une génération. Mais la scène d'introduction avec le frère qui entend son frère coucher, cette scène de sexe est assez bestiale au final. Tu vois que c'est un peu fort en fait pour rien, t'as l'impression qu'il y a la haine dans le sexe, c'est ça qui est intéressant. Les slow motion, le sourire quand il tue ces personnes-là, quand il va aller en prison, il le sait, il est content, mine de rien, il a tué 2 noirs, il est vraiment satisfait. Pareil, quand il gagne le basket, il se félicite de virer des noirs, vous vous rendez compte, ils ont gagné, ils ont le terrain, ils se félicitent de ça. Et ce qu'ils font au supermarché, ce crime haineux, quand ils presque violent cette femme, ils lui mettent de la nourriture dessus, pour moi je pense que c'est une allégorie du viol tout simplement. Ils ont pas voulu montrer une scène de viol, du coup ils la mettent plein de bouffe avec justement ce lait là pour la rendre blanche, et c'est horrible, c'est un crime haineux qui a traumatisé cette femme à vie. Pareil avec la scène de déjeuner où ils ont tous ce débat là, où ils parlent justement du fait qu'il est juif, et ils ont tous ce débat politique, social, avec cette personne là, ce copain là qui a tout à fait raison, mais cet autre là qui ne veut pas avoir raison avec lui parce qu'il est juif et il déteste les juifs parce qu'il adore Hitler, enfin tout ce
complexe-là, c'est des scènes horribles. On voit bien que ces gens-là, ils pensent qu'à leur idéologie là et pas aux gens, c'est que Stacy et Derek, ils étaient en couple pendant au moins quelques années, et lorsque Derek dit qu'il a changé d'idée, bah il n'y a plus de relation. Les relations existaient uniquement parce qu'il était nazi. Sans ça, il n'y a rien du tout. Et on voit bien qu'il pense à l'idéologie avant de penser aux personnes, avant de bâtir des relations. C'est marrant parce qu'avec son ami en prison, ce qui les réunit au début, c'est la haine du KKK. On sait bien au début du film qu'il déteste le KKK, en tout cas, comme vous voulez l'appeler. Et c'est ça qui les réunit au début, c'est cette haine un peu comique de ce groupe-là. J'aime beaucoup la scène du viol en prison parce que déjà elle est horrible et c'est dur à voir, mais en plus de ça, elle symbolise la désillusion totale de ce personnage-là par rapport à l'idéologie. Il se rend compte qu'au fait, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, il y a juste cette idéologie qui est uniquement bénéfique, et ça il supportait pas. Du coup il a quitté le gang, il s'est compris que c'est juste bénéfique à des gens comme Cameron. Cameron, il s'est sûrement enrichi avec cette idéologie. On voit bien qu'il a un groupe, qu'il a un entrepôt, qu'il a une maison, je sais pas quoi. Ils font pas ça que par haine, ils font ça par argent, par bénéfice aussi. Mais il y a des scènes touchantes, quand ils enlèvent toutes les décorations nazies, c'est touchant, ça tourne une page, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et quand il sort de prison, c'est pareil, c'est touchant. Quand il dit au revoir à son seul ami là-bas, c'est super touchant. Et tu comprends ce qu'ils ont fait tous les deux. Et il lui dit même fais attention aux frères là-bas. C'est vraiment de belles scènes très émouvantes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la mère qui meurt, qui avait un cancer, c'est pas Derek qui devait aller voir son ancien gang qui meurt, c'est Danny. Pourquoi? Parce que la haine est un bagage. Donc en ayant eu cette scène de haine au tout début du film dans les toilettes du lycée, ça s'est répété. Et c'est la boucle. C'est pour ça que le personnage qui tue cette personne va aller en prison et va devoir justement répéter la boucle que Danny a vécu aussi et que Derek a vécu. Donc c'est pour ça que la haine est un bagage. C'est que cette petite scène-là anti-haine, il y a plusieurs scènes d'ailleurs avec ces deux gens-là, ça a tout changé. C'est ça qui a causé la mort de Danny, alors qu'il avait enfin changé, qu'il était quelqu'un de nouveau. Mais la haine est un bagage, ça vous suit, c'est ça qui est intéressant. Le cycle se répète à la fin, et il faut essayer de le briser. Voilà, je vais m'arrêter là pour American History X, c'est une critique déjà beaucoup trop longue. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des thématiques du film, que vous pensez du film de manière générale. C'est super émouvant, la fin est vraiment brutale, mais je l'aime beaucoup. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip, ou en faisant un don, ou en regardant une publicité, ça fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.